Bonjour tout le monde. Bonjour, OK. Je suis très content d'être la personne qui va avoir le plaisir de vous présenter après le lunch parce que vous êtes reposés, et prêts à écouter, bruyant et plein d'enthousiasme aussi. Fait que je vais avoir la facilité à exprimer mon message aujourd'hui. Je suis très content d'être là avec vous. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un projet hors du commun dans lequel le groupe Canam a été impliqué depuis plusieurs années, qui se complète dans quelques mois seulement. Donc, le stade Mercedes-Benz, du BIM à la réalité. Donc, juste quelques mots sur le groupe Canam avant d'aller plus loin sur le projet pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, nos secteurs d'activité, on est concepteur de solutions et de construction, fabrication de produits sur mesure dans 3 groupes de produits et services. On est coté en bourse depuis 1984. Nos revenus en 2016 ont atteint 1,8 milliard et quelques poussières. On a plus de 4500 employés et des usines et bureaux dans 4 pays, dont le Canada, les États-Unis, la Roumanie et l'Inde. Ensuite, les produits, c'est poutrelles, pontage métallique, murs préfabriqués, structures métalliques en tout genre. Dans le fond, on est principalement dans la fabrication en acier, qu'on a certaines déviances ici et là vers le bois et autres produits. Nos marchés commerciaux, industriels, institutionnels, multirésidentiels, infrastructures et même ponts. Donc, on couvre vraiment un spectre très large dans la construction. On est constructeur spécialisé, mais on est vraiment spécialisé dans beaucoup de choses. Donc, on est très fiers de ça. On a une moyenne de 10 000 projets par année, puis je ne sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais on doit avoir à peu près plus de 9 900 projets qui sont faits avec un minimum de BIM, que ce soit juste une modélisation 3D jusqu'à un déploiement complet de toutes sortes d'outils, solutions, gadgets et autres. Je vous dirais que ces solutions-là sont implantées dans la compagnie depuis plusieurs années. Ce virage-là a été amorcé avant les années 2000 grâce aux machines à contrôle numérique qui a vraiment motivé notre désir d'aller vers des plateformes 3D justement pour être capable de nourrir automatiquement ces plateformes-là. Donc, où est-ce qu'il y a des gens qui font les implantations aujourd'hui, ce passage-là, ce mal nécessaire-là a été fait pour nous il y a plusieurs années. Donc, on en est très heureux. On a environ plus de 20 points de service et ça fait de nous le plus grand fabricant de composantes d'acier en Amérique du Nord, avec une capacité annuelle de plus de 815 000 tonnes dans 23 usines. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est d'essayer de vous présenter certaines des applications du BIM nous ayant permis de réaliser notre mandat, tout en conservant une approche collaborative avec nos clients et nos fournisseurs. Fait que souvent, la collaboration, ce mot-là revient dans toutes les présentations qu'on entend. On avait un mandat, on a un travail à faire. On veut rester un team player, mais en même temps, on veut être capable aussi de réaliser notre mandat sans trop s'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis. Après ça, je vais insister sur certaines applications du BIM qui sont peut-être un peu moins connues. C'est sûr que dans le cadre de ce projet-là, il ne faut pas penser que les applications plus classiques telles que la coordination, les clash detection, toutes ces choses-là ont été faites. C'est juste qu'on en a vu et revu dans les présentations. Donc, j'ai jugé que ça serait peut-être plus intéressant d'insister sur des trucs qui sont moins connus. Donc, on parle, le 4D a été fait. Il y a eu un approval de modèle qui a été fait par les ingénieurs concepteurs directement. Donc, on livrait des maquettes 3D avec des dessins d'atelier, mais c'était vraiment basé sur un approval de modèle. Il y a eu un as-build qui a été fait avec des nuages de points. Notre équipe, à l'interne, on a fonctionné paperless sur toute la durée du projet en utilisant Bluebeam avec des sessions. Donc, on était capable d'annoter un seul set de plans unique avec les croquis d'ingénierie. Les ingénieurs venaient mettre les croquis d'ingénierie à utiliser pour chaque connexion directement dans le master set. Puis ça, c'était updaté en temps réel dans plusieurs time zones un peu partout à travers le monde. Il y a eu quelques usages de réalité virtuelle. Nécessairement, c'est toujours, il y a peut-être un an et demi, c'était le gros buzz autour de la réalité virtuelle. Donc, on a été capable d'utiliser ça, pas dans un contexte de construction, plus dans un contexte de marketing, puis vraiment de présenter à notre client vraiment ce qu'on va lui livrer, dans quel ordre et de quelle manière. Et bien entendu, il y a eu une publication hebdomadaire qui s'est faite sur une plateforme cloud pour que justement le contracteur général puisse avoir toute son information de projet et réaliser diverses analyses.
Donc, quelques mots sur le projet. The New Mercedes-Benz Stadium, le nouveau stade des Falcons d'Atlanta pour les amateurs de football. On peut voir sur la photo qu'il y a l'ancien stade juste à côté qui va être détruit à la fin de la construction du Mercedes-Benz Stadium. Donc, on voit l'envergure du nouveau par rapport à l'ancien. Il y a quand même une grosse différence de taille. L'année de fin de construction 2017, donc on complète bientôt. Nombre de sièges 71 000, il peut être expansible jusqu'à 75 000. On parle d'un volume de béton de 150 000 verges cubes. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les quantités, c'est assez intense. 29 000 tonnes d'acier structural. Puis là, je ne compte même pas les poutrelles, le pontage, seulement la charpente principale. Donc, ça, c'est assez énorme pour un seul projet aussi. Le design unique, là, je voulais la description parce que ça a été fait par des spécialistes en communication, donc ça vaut vraiment la peine que je vous la lise. Le design unique du toit comporte 8 panneaux assemblés, est-ce que je vais m'approcher un peu, radialement qui forment un oculus central surélevé. Ces panneaux mobiles sont soutenus par un vaste réseau de plus de 200 fermes, dont les portées atteignent 224 mètres. Donc 224 mètres, c'est très très long pour une ferme de toit. Le toit ouvrant est conçu pour s'ouvrir et se fermer en moins de 8 minutes. Donc, si vous n'avez pas encore compris le design, c'est tout à fait normal. Je vais vous montrer de quoi on parle. Donc, voici de quelle manière le toit va s'ouvrir. Donc, un petit peu comme un objectif de caméra. C'est 8 panneaux qui slident sur des rails qui viennent s'ouvrir. Donc, vous pouvez imaginer un peu le niveau de précision qui était requis pour la fabrication métallique dans le cadre de ce projet-là pour être capable d'arriver à livrer un produit de la sorte. Donc, j'ai choisi 3 exemples d'applications pour vous montrer un peu où est-ce qu'on est allé avec ça puis comment est-ce qu'on a pu se démarquer. La première, c'est une publication hebdomadaire automatisée d'une maquette fédérée de fabrication d'acier. Donc, dans nos exigences contractuelles, on devait livrer une maquette de manière hebdomadaire. Fait que là, vous allez dire, c'est tout à fait banal et il n'y a rien de particulier là-dedans. Fait que je vais vous mettre un peu en contexte. 7 bureaux de dessin travaillaient simultanément sur la modélisation du modèle de fabrication, dont 2 bureaux externes. Ça veut dire qu'on devait coordonner les efforts de tous ces gens-là. Et en période de pointe, on a eu plus de 300 modélisateurs qui travaillaient sur le projet. Dans 4 fuseaux horaires, sur 16 modèles technostructure. Donc là, je vous ramène à l'objectif qui était de livrer un modèle fédéré de manière hebdomadaire. Vous pouvez imaginer l'espèce de problème logistique que ça représentait d'arriver à livrer ce produit-là. Donc, en se questionnant puis en faisant le tour de la question, on a essayé de transformer une contrainte en quelque chose d'utile et d'agréable pour l'équipe de projet. Donc, on est arrivé à livrer ce genre de produit-là au contracteur général qui était notre client, mais aussi à toute l'équipe de projet. Le processus, rapidement, consistait à exporter la nuit les fichiers IFC de toutes les maquettes qui avaient préalablement été regroupées sur un serveur unique dans le cloud. Justement, pour ne pas empêcher les bureaux de travailler de manière fluide. On ne voulait pas qu'eux doivent arrêter leur travail, prendre le temps, mettre un stop dans le temps pour copier leur modèle. C'est des fichiers qui étaient quand même assez volumineux. Donc, on voulait minimiser au maximum le temps que ça pouvait nous prendre pour arriver à une publication hebdomadaire. Ensuite, on a programmé une extraction automatique des fichiers IFC à partir de nos modèles TECLA. En tenant compte des filtres requis, parce que c'est sûr que ceux qui modélisent beaucoup, il n'y a jamais aucun objet qui flotte dans le vide, il n'y a jamais aucun doublon, aucune affaire. Donc, il fallait vraiment prendre le temps de filtrer tous les éléments pour être sûr que la maquette qu'on livre contient uniquement des vrais objets, pas de dummy, pas de pièces supprimées. Dummy, des pièces, je ne pense même pas qu'il y a une traduction pour le mot dummy, en fait, mais j'espère que vous avez compris l'allusion. Aucune pièce non plus qui a été supprimée parce que le design nécessairement étant changeant, pour notre suivi, notre contrôle de projet, on garde toutes les membrures dans les modèles. Donc, on ne pouvait pas livrer une maquette fédérée dans laquelle il y avait toutes les pièces qui avaient été supprimées dans le passé. Donc, il fallait être capable de filtrer toutes ces pièces-là de manière automatique et d'exporter un IFC. Une fois le IFC extrait, on a développé un processus pour les assembler dans un modèle Navisworks automatiquement.
pour être capable ensuite de venir y rattacher toutes les données de toutes nos autres sources de projets, de toutes nos autres sources de données de projet. Par exemple, notre système de production, notre échéancier, toutes les données de commande de matériel. Fait qu'on on a été capable de prendre un besoin du client puis de le transformer en quelque chose d'utile. Juste de penser que les 5 bureaux, les 7 bureaux devaient travailler simultanément, d'être capable de se référer au modèle de leurs collègues pour aller voir comment est-ce qu'ils ont fait telle ou telle chose, plutôt que de questionner l'ingénieur pour savoir, bon, mais comment ça se fait. La question a déjà été posée ailleurs, elle a déjà été résolue, donc on a été capable d'utiliser les données des autres. Puis si vous regardez à droite, c'est sûr que vous ne serez pas capable de lire nécessairement, mais le chantier pouvait savoir la date de livraison prévue, le statut de production de la pièce est rendu où, c'était quoi pour les gens qui étaient en charge du procurement, le numéro de commande, le numéro de quand est-ce que ça a été reçu, par qui ça a été reçu. Donc toute l'information qui était contenue dans notre outil de production était maintenant disponible pour nos besoins, mais aussi pour les besoins de toute l'équipe de projet. Donc on avait vraiment une ouverture très, très grande en livrant un modèle comme ça, de dire, regarde, plutôt que de nous questionner à toutes les fois pour avoir une information, allez donc vous référer dans un premier temps au modèle fédéré et pour trouver votre information. Donc, ça nous a permis de sauver beaucoup de temps. Non seulement le développement du processus automatisé nous a permis de passer d'une publication qui prenait environ 20 heures à une publication qui était automatisée, qui utilisait à peu près 4 heures de personnel. Mais en plus, c'est vraiment devenu un indispensable. Les gens attendaient la publication de la nouvelle maquette. On est allé même jusqu'à inclure toutes les réparations qui ont été faites au chantier, parce qu'on ne le cachera pas, il y en a tout le temps, des petites réparations. Mais on s'est forcé de toutes les modéliser pour que la maquette livrée à la toute fin représente un tel que construit réel. C'est sûr qu'il y a peut-être eu des petites divergences, mais c'est quand même très, très proche. Donc, je vous en ai parlé, temps de préparation réduit de 80%, et élimination des erreurs de modélisation à la source. Donc, c'est sûr qu'en publiant, puis en filtrant, puis en revérifiant chaque semaine le contenu de nos modèles, bien, on vient à trouver des tendances, des erreurs, puis à les éliminer à la source avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Fait qu'au lieu de se ramasser avec les mauvais morceaux au chantier, on pouvait voir des erreurs de séquencement, des erreurs de tagging, de la notation dans les modèles. Puis ensuite, toutes les sources de données regroupées dans une seule base de données graphiques a été pour nous une révolution. C'est vraiment devenu l'incontournable. Deuxième exemple, vérification dimensionnelle d'assemblage complexe par scan laser 3D. Donc, on voit beaucoup de success stories des gens qui ont utilisé le laser 3D pour aller prendre compte des conditions existantes, ou pour aller valider le tel que construit, s'assurer que ce qui a été construit est conforme à la maquette originale. Dans notre cas, c'est un petit peu différent. Donc, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien en arrière, mais il y a le type d'assemblage qui a été fabriqué dans le cadre de ce projet-là était extrêmement complexe, avec une rigidité très, très grande. Et la fabrication se faisait de manière simultanée dans plusieurs usines avec un échéancier très, très serré. Et comme la rigidité est très grande, on avait un minimum de possibilités pour corriger des erreurs potentielles une fois au chantier, parce que ça prend des équipements qui sont particuliers, puis c'est seulement dans l'usine qu'on est capable de corriger ces erreurs-là. Donc, il y avait vraiment une nécessité d'assurer la fiabilité dimensionnelle des éléments structuraux. Donc, la méthode qu'on a utilisée, ça a pris quelques essais-erreurs avant de trouver celle qui nous convenait. Dans le fond, ce qu'on a conclu avec cet exercice-là, c'est que en fait, on scannait les pièces en usine, une fois le travail complété. Ensuite, on les traitait avec Cyclone de Leica. Puis, en dernier lieu, on venait superposer le nuage de points nettoyé, donc qui contient uniquement la pièce qui a été fabriquée, sur le modèle 3D théorique pour aller voir les déviations. Puis on a fait cette étape-là avec le logiciel Polyworks. Et ce qui est bien avec le logiciel Polyworks, c'est qu'il est capable de donner un gradient de couleur entre le point et le modèle théorique. Donc, on est capable de savoir, bien, le modèle théorique devrait être construit de telle manière.
tous ces points-là se trouvent à plus X moins X ou plus Y moins Y de sa position réelle, ce qui fait qu'en ayant des millions de points, on est capable d'obtenir une tendance puis d'être capable de comprendre le problème. On avait essayé différents outils, Recap, 3D Reshaper, Cloud Compare, ils ont tous des forces et des faiblesses, puis on a arrêté notre choix sur Polyworks vraiment pour la partie gradient qui était très facile à utiliser, colorisation qui était très facile à utiliser. Donc pour quelqu'un dans l'usine, de recevoir ce genre de résultats-là, c'est sans équivoque. Parce que tu vois réellement où tu as fait l'erreur. Généralement, quand tu mesures un coin versus l'autre coin, tu peux voir qu'il y a une erreur, mais vraiment de comprendre quelle est l'erreur. C'est-tu la plaque qui a tordu en soudant? Est-ce que c'est la plaque qui n'avait pas la bonne dimension? Alors que là, juste avec un coup d'œil, tu peux voir si la plaque est croche, si la plaque est droite mais pas de la bonne dimension, ou si les trous ne sont pas aux bons endroits. On est vraiment capable d'aller chercher un niveau de précision qu'on n'avait pas. Ce qui a été un défi pour nous, ça a été aussi d'organiser ces opérations-là dans le cadre des activités manufacturières. Pour ceux qui connaissent un peu le manufacturier, il faut que ça roule. Pas le temps de niaiser. Go, 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 c'est fini de préparer. On s'en va à peinture, ça sort de l'usine, c'est rendu au chantier. Donc, de venir s'imbriquer dans un processus comme ça nous a demandé un peu de réflexion. Parce que dans le fond, idéalement, dans le meilleur des mondes, il fallait qu'on soit capable de faire une première vérification après ce qu'on appelle l'assemblage. Donc, quand les soudures ne sont pas finales, mais que les pièces ont été taquées les unes sur les autres, qu'on établit la géométrie de base de la pièce, pour détecter est-ce qu'il y a eu des pièces qui ont juste été mal taquées. Par exemple, je devais la mettre à 45, je l'ai mis à 40 degrés. Si on attend d'avoir complètement soudé avec une soudure pleine pénétration, ça va être plus dur à réparer. Donc, on a été capable, en utilisant le modèle, d'informer les fabricants qui travaillaient pour nous et aussi nos propres usines. Tu vas fabriquer la division 103. Voici les assemblages pour lesquels je vais venir faire une vérification dimensionnelle. Tu dois m'informer de l'avancement de ces assemblages-là, car je serai dans ton usine à tel jour, je vais te donner le résultat dans un laps de temps le plus rapide possible. Fait que ça a forcé les sous-traitants à mieux gérer leur production puis à devenir un peu plus prévisible. Puis ça a été vraiment un gros plus parce qu'à la toute fin, là je vais skipper à l'autre. OK. À la toute fin, il y avait plus de manière de remettre en doute les résultats. Donc, eux, il y avait la certitude que le produit qui sortait de leur usine était vraiment conforme au niveau de précision qui était requis. Puis, pour vous donner une idée, généralement, dans la construction d'acier, on peut aller à un quart, un demi-pouce de divergence, puis avec un bon coup de masse rendu au chantier, ça va prendre sa place, puis ça va s'installer tout seul. Dans ce cas-là, on ne laissait pas passer des pièces qui dépassaient un quart de pouce de divergence. Donc, c'est vraiment pas beaucoup à l'échelle de ces gros nœuds-là d'avoir des déviations aussi serrées. Fait que ça a forcé tout le monde à augmenter le niveau de précision. Et heureusement, le niveau de précision était atteint. Ça a aussi sensibilisé les travailleurs sur la source du problème et l'amélioration de la qualité durant le projet. Donc, si on voit scan après scan que c'est toujours la même personne qui fait le même genre d'erreur, ça peut servir justement parce qu'on a une idée très, très précise de qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça a permis d'observer ces problèmes-là puis de les régler à la source. Donc, j'ai eu plusieurs commentaires de gens qui voulaient mes rapports pour dire, regarde, je vais utiliser ça comme source de formation. Fait que quand on parle de collaboration puis de meilleure communication, mais ça ne peut plus être remis en doute versus un inspecteur qui passe, qui prend des dimensions à peu près, puis qui dit « elle n'est pas bonne, corrige-la ». OK, mais qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce que je dois corriger? Alors que ça, regarde, elle n'est pas bonne, je te le montre. Puis on a été challengé un peu au début, mais tout le monde s'est rallié à la technologie, puis ça a été un franc succès de ce côté-là. Troisième exemple, planification de la logistique de chantier. Donc, on a parlé de ferme de toit de plusieurs centaines de mètres, 224 mètres, je pense que je disais tout à l'heure. Donc, c'est sûr que les lifts qu'on devait, ou les pics qu'on devait faire étaient quand même assez imposants. Le scénario idéal pour nous, c'était de lever les plus gros morceaux à partir de l'intérieur du stade. C'était le scénario qui nous permettait d'être le plus performant. Donc, on a réalisé un exercice
simulation 4D, si on pourrait appeler ça, mais une petite coche plus précise ou une petite coche plus loin que ce qu'on fait généralement. Donc, d'abord, le site de travail était restreint. C'est sûr qu'en cours de projet, le client nous a demandé d'accélérer la cédule. Donc, on a dû rentrer une grue supplémentaire de type Manitowoc 31 000. C'est une des plus grosses grues de type crawler au monde. Si je ne m'abuse, la deuxième plus grosse, avec une capacité de plus de 2000 tonnes. Ce qui nous a permis d'aller chercher des lifts de l'ordre de 550 tonnes par pic. Ceux qui sont moins familiers avec les tonnes, on parle de plus d'1 million de livres par pic. Donc, ça nous a, dans un sens, beaucoup aidé à aller faire des assemblages de plus grande taille, mais à l'inverse, il fallait s'assurer qu'on avait l'espace nécessaire à l'intérieur du bol pour faire ces assemblages-là dans un premier temps, parce qu'on devait rentrer, il y en avait une voie d'accès qui était quand même assez serrée, limitée dans l'espace pour rentrer les pièces dans le stade. Notre marshalling yard n'était pas directement à côté du site, donc on ne pouvait pas juste dire on va les prendre par l'extérieur, on va les rentrer à l'intérieur, parce que ça s'en venait par camion. Donc il y avait vraiment une grosse gestion de l'espace qui devait être faite dans le stade pour s'assurer que la grue, est-ce qu'on va la déplacer 4 fois, 5 fois, 10 fois, 25 fois. Donc le moins souvent, on est capable de bouger nos équipements, de bouger nos racks. Le plus performant, on va être en bout de ligne. Donc, ça vous donne une idée, la grue Manitowoc. On voit notre foreman qui fait 6 pieds 8 pouces en bas, en plein centre. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de la taille de l'équipement. Donc, le processus sur lequel on a travaillé, ça a été nécessairement de rattacher le modèle Primavera à notre maquette Navisworks. Puis ensuite, on a utilisé le logiciel Crane Emacs pour aller exporter les différents modèles de grues qu'on avait dans différentes configurations. Puis on a été capable de planifier toutes les positions dans le temps de chaque grue pour optimiser, dans le fond, le nombre de déplacements de chacune des grues, mais surtout de valider est-ce qu'au fur et à mesure qu'on va fermer le toit, parce que vous avez vu comment c'était fait, c'est comme un toit fixe avec un toit rétractable, mais plus qu'on érige, plus que l'ouverture dans le toit devient serrée, donc plus que les grues se retrouvent au centre. Donc, comment est-ce qu'on va être capable de travailler à l'intérieur dans cet espace restreint-là, puis comment on va faire le maximum pour être capable de réaliser le projet. Donc, cette analyse-là nous a pris beaucoup de temps, parce qu'il n'y a pas d'outils qui existent pour vraiment simuler ce genre de choses-là. Par contre, ça nous a permis de lever beaucoup d'incertitudes sur le projet. Dans un premier temps, de faire une planification précoce, puis d'être capable de valider, un, que ça se fait, puis deux, bien, c'est dans quel ordre allons-nous produire pour être capable de répondre aux besoins de ce plan de match-là. Donc, un petit peu partir de la fin puis revenir jusqu'au début, puis ça, c'est des trucs qui sont très, très en vogue dernièrement. Fait qu'on est parti de la fin, puis au lieu de juste de dire, bien, on se fie au plan de match initial, bien, le plan de match a été dicté par l'espace qu'on avait sur le chantier puis la capacité qu'on avait à lever les morceaux. On a réduit les déplacements de matériaux et d'équipements. Ça a surtout aussi donné une compréhension partagée du fonctionnement des grues. Des fois, c'est pas toujours simple pour tout le monde de comprendre, OK, c'est quoi l'ampleur, c'est quoi la taille. On dit que c'est la plus grosse grue au monde ou une des plus grosses grues au monde, mais vraiment de la voir dans le modèle très tôt avant même qu'elle soit rendue sur place. OK, c'est ça le morceau, elle est large de même, puis quand on ouvre les pattes, elle est encore plus large. Fait que est-ce que je vais être capable de passer mon rack? Non, je ne serais pas capable. Fait que c'était vraiment dans ce niveau de détail-là qu'on allait, de gestion du site. Donc, deux autres exemples. Ceux en arrière, vous ne devez absolument rien voir, mais c'est pas grave. Je me les gardais pour la fin si j'avais du temps, mais là, comme il n'y a pas de période de questions, je vais en profiter pour vous en parler. À gauche, on a utilisé les modèles 3D pour planifier nos transports. Souvent, quand on transporte des gros morceaux, l'obtention du permis, c'est une des choses qui peut être critique puis nous retarder dans nos livraisons. Donc, on a utilisé les modèles 3D pour donner un maximum d'informations possible, puis surtout un visuel à la compagnie ou plutôt aux instances gouvernementales qui devaient approuver nos déplacements pour leur faciliter la compréhension. Voici mon plan de match, voici comment mes morceaux vont être installés, voici mon centre de gravité il est où. Donc, si vous voyez, les morceaux sont tous placés
dans un petit rendu 3D qu'on livrait en même temps qu'on allait chercher les permis. Fait que ça nous a permis d'accélérer énormément, puis surtout de réduire améliorer la compréhension avec les différentes instances qui devaient approuver nos déplacements. Puis, au fur et à mesure qu'on avançait dans ce processus-là, on s'est rendu compte qu'on était capable même de planifier nos transports beaucoup plus tôt dans le processus. Donc, avant même que le dessin soit sorti, avant même que l'usine ait commencé, bien, on était capable d'identifier les assemblages pour lesquels on allait avoir besoin d'un permis, puis de les mettre en plan sans même que les départements de logistique nous les demandent. On leur livrait voici les assemblages critiques, voici les plans de transport, puis va chercher tes permis. Fait que c'est un peu les gens de modélisation qui drivaient les besoins en transport plutôt que les gens de transport qui regardent les plans un par un puis qui essaient de se demander est-ce que je vais être capable de faire passer celui-là. Fait qu'on a vraiment été capable de ramener ce processus-là le plus tôt possible pour que le transport ne représente pas un bottleneck à aucun moment dans le projet. Le dernier point, Erection Weight Report. Donc, une fois qu'on avait notre base de données de toute notre information, toutes nos pièces, la grosseur, le poids, on a bâti un outil pour les monteurs d'acier pour qu'ils soient capables de sélectionner n'importe quelle pièce du projet et d'aller chercher les poids exacts puis les centres de gravité directement dans l'outil. Donc, ça permettait au monteur de changer son plan de match à la dernière minute puis d'être capable de dire, OK, si je prends lui, je fais ça, si je change ça, il y a d'avoir les poids exacts, d'être capable de planifier en temps réel sur le chantier. Donc, en gros, ce projet-là était pour nous un gros challenge. On a appris beaucoup. On apprend à chaque nouveau projet. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a mentionné que c'était un prototype à chaque fois. Bien, celui-là en a été tout un pour nous. On est fiers de l'avoir réalisé et surtout des avancements technologiques sur lesquels on a pu travailler durant le projet, puis d'en faire un beau projet pour nous. Fait qu'il reste 2 minutes 35 secondes, mais ils ont parti le timer après. Fait que c'est tout ce que j'avais à vous dire.